L'invité de Paris Direct aujourd'hui, c'est vous, André Thibault, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes linguiste, historien de la langue française, professeur à la Sorbonne, titulaire de la chaire Francophonie et variété des Français. Autant dire qu'on est dans le sujet, avec l'ouverture aujourd'hui à Erevan, en Arménie, du sommet de la francophonie. André Thibault, pour que les choses soient claires, l'Organisation internationale de la francophonie réunit 84 États et gouvernements sur 5 continents. Elle représente non pas les 274 millions de locuteurs français dans le monde, mais la francophonie politique. Voilà, exactement. Il faut faire une distinction entre les gens qui parlent français, ce que j'appelle la francophonie avec un F minuscule, et cette organisation politique qui réunit, comme vous l'avez dit, un très grand nombre de gouvernements et d'États. Alors c'est une distinction intéressante parce que, par exemple, le Canada est représenté à plusieurs reprises, le Canada comme État fédéral, mais il y a aussi le Québec et le Nouveau-Brunswick qui sont des provinces du Canada, mais qui participent également aux travaux de l'OIF. Voilà, on a vu tout à l'heure d'ailleurs Justin Trudeau arriver à Erevan en Arménie. Ça explique pourquoi il y a des pays qui ne sont pas nécessairement francophiles ou francophones qui sont membres de cette OIF. J'ose espérer qu'ils sont quand même tous au moins un petit peu francophiles. L'Arabie Saoudite, par exemple, qui veut entrer, qui donne sa candidature pour entrer à l'OIF, mais a priori, il y a peu de locuteurs de français en Arabie Saoudite. Oui, c'est pour ça que je dis francophone. Non, francophile, ce serait quand même à souhaiter. Sinon, on ne voit pas très bien ce qu'ils devraient faire dans l'OIF. Donc il faut faire une distinction. Il y a plusieurs cas de figure dans les États qui font partie de l'OIF. Il y a d'abord cette espèce de noyau dur de la francophonie où on trouve des collectivités francophones qui sont implantées historiquement depuis très longtemps. La France, la partie francophone de la Belgique, la partie francophone de la Suisse ou du Canada. Ensuite, vous avez de nombreux pays qui sont d'anciennes colonies, françaises ou belges. On a parlé du Rwanda tout à l'heure, où le français est langue officielle ou co-officielle. Et puis, vous avez un troisième cercle autour de cela qui est composé plutôt de pays, justement, qu'on peut appeler francophiles, c'est-à-dire dont les élites ont toujours entretenu une relation, disons, privilégiée avec la langue française. Un cas de figure qui représente bien cela, c'est la Roumanie. Vous rencontrez des universitaires roumains, vous êtes toujours éblouis par la qualité de leur français. C'est vraiment une chose normale pour un scientifique, un universitaire roumain de parler la langue française. Il y a une longue tradition de contact avec la France et le monde francophone. Donc ce sont des cas de figure assez différents. Maintenant, parmi ces pays francophiles, disons, il y en a effectivement comme la Roumanie qui ont une plus longue histoire d'amour avec le monde francophone. Pour l'Arabie Saoudite, c'est à voir. La candidature compliquée. En plus, étant donné le contexte, on voit derrière vous Emmanuel Macron et Brigitte Macron qui viennent d'arriver dans l'endroit où va se tenir ce sommet. Vous l'évoquiez à l'instant, la place du français dans le monde, elle est le fruit d'une histoire douloureuse. C'est l'histoire de la colonisation. Oui, et le paradoxe, si vous voulez, c'est qu'on aurait pu s'imaginer au moment des indépendances, dans les années 60 du siècle dernier, que les pays allaient, par vengeance, vouloir se débarrasser de la langue française. En fait, il n'en a rien été. Le français était déjà, disons, la langue des institutions, la langue de l'éducation, et la plupart de ces pays ont fait le choix de rester francophones. Déjà, leurs élites étaient francophones, déjà leurs élites avaient été formées en France. Le fait de parler français leur a permis de pouvoir continuer de communiquer avec leurs voisins, parce que, par exemple, en Afrique subsaharienne, on le sait, il y a énormément de langues locales, donc de langues nationales. Donc le français permet cette communication supranationale. Et à l'échelle internationale, bien sûr, dans le monde diplomatique, le français est une des langues de travail aux Nations Unies. Donc pour des tas de bonnes raisons, la décolonisation n'a pas entraîné une désaffection envers la langue française. 3% des habitants de la planète parlaient français en 2014. Ce sont des chiffres de l'OIF qui prévoient 8% en 2050. Est-ce que c'est des chiffres qui vous paraissent réalistes et pourquoi le français serait-il en vogue, en augmentation? Alors on dit ça essentiellement à cause de l'explosion démographique sur le continent africain. Ce n'est pas par goût pour la langue? Encore faut-il que cette explosion démographique corresponde effectivement à une expansion dans l'usage de la langue française. Je trouve ça un peu téméraire de prévoir le nombre de francophones dans une trentaine d'années parce que déjà, on ne sait pas très bien combien il y a véritablement de francophones en ce moment. L'OIF propose des chiffres.
On aime bien, disons, affirmer, afficher l'importance du français à l'échelle internationale, mais la vérité, c'est qu'on sait très peu de choses sur la pratique réelle du français sur le terrain. La plupart des pays ne font pas de recensement, ou lorsqu'ils en font, ils ne posent pas nécessairement la question de la pratique langagière des gens. Donc, nous n'avons que des approximations. La façon dont le français peut se transmettre en Afrique, c'est essentiellement, enfin, c'est d'une part bien sûr dans la rue, mais par contact, mais c'est aussi par l'éducation, par la scolarisation en français. Et c'est ça, d'après moi, le grand défi du français d'une part et de l'Afrique subsaharienne d'autre part, dans les décennies qui vont suivre, c'est de réussir à assurer une éducation universelle à tous les enfants, parce que c'est à travers l'éducation en français que le français peut véritablement réussir à se maintenir. On dit le français, André Oui. Thibault, mais on devrait dire les langues françaises. On ne parle évidemment pas la même langue à Bamako, en Suisse, au Québec, que vous connaissez bien. Oui, le problème de dire les français, c'est qu'on a beaucoup de peine à les délimiter parce qu'il y a de nombreux traits qui peuvent être communs à de nombreux pays, à de nombreuses régions. Donc, en fait, moi, je préfère dire qu'il y a une langue qui est la langue française et inviter, par exemple, mes étudiants dans mes cours de francophonie à bien prendre conscience du fait que la langue française, comme n'importe quelle autre langue, est parlée de façon différente sur le terrain, dans les différents pays. Elle doit s'adapter. C'est le propre et d'ailleurs la richesse et la force d'une langue, de pouvoir s'adapter. C'est une richesse, ces spécificités régionales, ou ça appauvrit une langue peu à peu ? Ça n'appauvrit certainement pas, ce serait absurde de dire cela. C'est-à-dire que c'est la condition de son bon fonctionnement. Une langue fonctionne bien dans une société donnée si elle a toutes les ressources, en particulier lexicales, terminologiques, pour que les locuteurs puissent parler de leur propre vie, de leur propre pays, de leur propre expérience dans cette langue. Et ça, c'est pas nouveau. C'est pas seulement depuis les années 60 du siècle dernier que le français fait cela. C'est depuis le Moyen-Âge. Le français ne s'est pas toujours parlé partout en France. Dans le sud de la France, autrefois, on parlait la langue d'oc, on ne parlait pas le français. Au fur et à mesure de l'expansion du français, le français a dû, par la force des choses, s'enrichir pour être un instrument de communication, d'expression qui permettent à chacun de se dire, de s'exprimer en français. Est-ce que c'est l'Académie française qui est ici à Paris qui fait référence de tous ces Français qui existent dans le monde? Est-ce que c'est l'institution suprême qui dit la langue française c'est ça et le reste ce sont des variations? Très peu en fait, parce que dans le monde francophone, ce sont des dictionnaires commerciaux qui assurent ce rôle. En fait, le dictionnaire de l'Académie française, la toute dernière édition n'est pas encore terminée. Personne ne le connaît, personne l'a chez soi. Nous avons tous, je ne veux pas faire de réclame, mais nous connaissons tous les grands dictionnaires commerciaux de la langue française qui font un excellent travail, qui assurent une veille terminologique. Ce sont eux les sages de la langue française. Les sages, je dirais que ce sont eux vers qui on se tourne au moment de savoir comment écrire, comment s'exprimer dans des circonstances qui imposent un langage très policé, disons. Pourquoi est-ce que le français a-t-il bonne réputation? Alors vous allez me dire que c'est un peu chauvin pour moi de dire ça, mais contrairement à d'autres langues qui sont parfois maltraitées, qui sont moquées, qui sont raillées, je sens que je vais vous faire réagir, par exemple comme l'allemand. Combien de fois on entend des gens dire que ce n'est pas une belle langue, ce qui est faux, évidemment. Mais pourquoi est-ce que le français a gardé cette chose de dire que c'est une langue élégante, que c'est la langue de la poésie Alors, la connotation qui est attachée à une langue, ça dépend directement de la connotation qui est attachée au peuple qui la parle. En l'occurrence, le français connote la haute couture, les parfums, tout ce cliché raffinement. Absolu. Oui, mais ces clichés pèsent lourd dans les représentations, effectivement. Donc, je ne sais pas. On remarque par exemple que le Mexique et l'Argentine font partie de l'OIF à titre de membres observateurs. On peut se demander pourquoi le Mexique et l'Argentine. Je connais bien le monde latino-américain, je me suis beaucoup intéressé à l'espagnol. Bien sûr, ils apprennent l'anglais comme première langue étrangère, comme tout le monde. Mais si vous voulez vous distinguer en société, vous apprenez le français, c'est beaucoup plus chic. Ça fait un peu jeune fille de bonne famille qui apprend le piano et le français. C'est vraiment très chic. Maintenant, dans d'autres pays, dominer le français, ce n'est pas que pour se mettre un peu au-dessus des autres. C'est carrément
un outil d'ascension sociale. Et ça, c'est très, très, très important. C'est pas le cas dans d'autres langues dans le monde ? Ça dépend de la situation sur le terrain. Mais si vous voulez, par exemple, au Maghreb, parler français, c'est quelque chose qui peut vous assurer un travail, je ne sais pas, dans le monde du commerce, dans l'import-export, dans le monde du tourisme. Donc, ce n'est pas seulement un raffinement. En Amérique latine, c'est plutôt un raffinement voilà, de gens des classes sociales supérieures. Alors que dans d'autres pays plus francophones, comme c'est le cas justement du Maghreb, c'est véritablement un instrument d'ascension sociale. Et ça, évidemment, ça joue en faveur du français, bien évidemment. Est-ce que vous diriez que le français, mais d'ailleurs comme d'autres langues, est en danger aujourd'hui dans la mesure où on écrit de moins en moins, on pianote de plus en plus sur nos téléphones avec des correcteurs orthographiques. Est-ce que ça menace une langue, ça de moins la pratiquer ? À l'écrit, en tout cas. Ouais, on s'est imaginé à une certaine époque, peut-être vers la fin du XXe siècle, que justement la langue écrite allait disparaître. Alors qu'en fait, les réseaux sociaux, mais c'est tout le contraire. On n'a jamais autant écrit en français. Mais combien de fois on voit passer de participe passé en ER sur Twitter, sur Facebook ? Ce n'est pas grave, ça ne fait pas du mal à la langue. Chaque francophone utilise la langue à sa façon et dans la mesure de ses moyens. Donc ce n'est pas parce que certaines personnes font un usage, disons, un peu léger du français à l'écrit que ça va empêcher ceux qui mettent un point d'honneur à respecter l'orthographe de le faire. Hein. Donc qu'est-ce que c'est la langue française ? C'est un objet immense, extrêmement complexe. Il y a autant de langues françaises qu'il y a de francophones. Donc ce n'est pas parce que certaines personnes le pratiquent d'une certaine façon que ça vous impose à vous de les suivre. Dernière question, faut-il féminiser le français ? Le débat fait rage ici en France depuis de nombreux mois, l'écriture qu'on appelle inclusive. Oui, il y a des choses à distinguer dans votre question sur la féminisation. La féminisation comme telle, je dirais que c'est même plus un débat. Dans les années 90, il y avait des gens qui s'élevaient contre ça, on aurait pu croire que c'était la fin du monde, alors qu'aujourd'hui, vous ouvrez le journal, auteure est devenu tout à fait banal. Donc ça, c'est derrière nous. Je crois que ça, c'est quelque chose qui règle. On n'en parle plus, on n'en parle même plus. Par contre, l'écriture inclusive, ça, on en parle beaucoup. C'est quelque chose qui est en train de se faire sous nos yeux. Je ne suis pas devin, je ne peux pas vous dire ce qui en sera dans 15 ans, dans 20 ans. On verra. Peut-être que ça va mourir de sa belle mort, peut-être qu'au contraire, ça va devenir tout aussi banal que ça l'est pour nous aujourd'hui de voir auteure écrit avec un E. On verra. Moi, en tant que linguiste, je ne suis pas là pour dire aux gens vous devez faire ceci, vous devez faire cela. Je suis là pour décrire la façon dont les choses se passent et je ne peux pas prévoir ce qui va arriver, mais je peux vous dire que si la féminisation des titres comme auteur s'est imposée finalement au fil du temps, peut-être que l'écriture inclusive connaîtra le même sort. Merci beaucoup André Thibault. On va s'arrêter là. D'être venu sur ce plateau ce matin nous parler de cette langue française qui est fêtée aujourd'hui donc à Erevan en Arménie. On se quitte quelques instants. On se retrouve juste après la pause avec Pauline Godard. À tout de suite.